à la Cutscene Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique ou e-sports, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer les nouvelles intéressantes que vous voyez passer ou simplement les taguer avec le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. Comme toujours, interagissez dans le chat. On essaiera de prendre vos commentaires. Comme vous le savez maintenant, 8e épisode, si je ne me trompe pas. On prendra une de ces questions-là. On la mettra sur les socials de Able Esports, justement pour vous entendre. On est 4 ici ce soir, mais on veut aussi entendre ce que vous avez à dire sur certains sujets. La personne qu'on aurait choisi sa question, ça méritera une caisse de 24 canettes de Gourou Énergie livrée directement chez elle ou chez lui. Et sinon, on va aussi essayer de répondre à vos questions durant le podcast, bien qu'il y a beaucoup de sujets ce soir, donc on essaiera de quand même laisser un peu de temps à la fin. Bon, sans plus tarder, merci encore d'être là. Nous sommes heureux cette semaine d'avoir avec nous, encore une fois, pour la 8e fois de suite, Stars Fox, cofondateur de Able Esports et responsable du développement des affaires et de l'administration chez l'Académie eSport Canada. Nova, fondatrice de Victorem, de laquelle on a parlé assez souvent sur ce podcast-là, et Victorem qui était précédemment connu sous le nom de Crystal Drip Gaming, et Matt, fondateur du Gamer Mentor, une organisation qui offre encadrement, accompagnement et coaching de jeux vidéo pour les jeunes, et duquel d'ailleurs on va parler ce soir dans un de nos sujets. Donc, justement, en parlant des sujets, le premier de ces sujets-là est encore une fois, j'allais dire le LAN ETS, mais on va parler du Meltdown avant. Donc, encore une fois, le Meltdown. Qu'est-ce qui se passe chez le Meltdown? On en a parlé précédemment. C'est que, pour ceux qui ne savent pas, Meltdown, c'est un bar e-sportif ou gamer à Montréal, sur la rue Saint-Denis, si je ne me trompe pas. Donc, on en a parlé précédemment, justement, avec, l'opération Sauver le Meltdown, organisée par Poco, avec l'aide de Beaver, Explo et autres. Le bar en tant que tel avait des difficultés lors de la pandémie, comme beaucoup d'établissements de restauration, et demandait de l'aide financière à sa communauté. Poco et compagnie sont venus un peu à l'aide de ce bar-là, justement. Et finalement, ils réouvrent leurs portes ce 28 février, comme on le sait, avec un peu de déconfinement dans la province. Beaucoup de compagnies réouvrent leurs portes. Donc, je tenais à le souligner. J'ai pas vraiment de commentaires, mis à part le fait que c'est cool, le retour des LAN, le retour des bars. Finalement, la communauté va peut-être se voir plus souvent en personne. Je sais pas s'il y avait quelqu'un ici qui voulait justement réagir à ça, ou sinon on peut directement passer aussi au prochain sujet, mais je vous laisse me dire, messieurs, dames. Mais je pense non, mais c'est ça quand tu dis réouverture, c'est parce que ça l'avait-tu comme fait faillite ou fermé? Il était fermé durant la pandémie à cause de la pandémie. Ouais, à cause de la COVID. Ils n'ont pas nécessairement fait faillite. Justement, ils demandaient de l'aide financière pour ne pas devoir fermer leurs portes, si tu veux. Donc, avec l'aide financière que justement Poco et compagnie, et bien sûr plein d'autres, sont allés chercher, paraît-il que le bar serait encore en business, bien entendu, vu qu'ils réouvrent leurs portes le 28. Et on espère en assez bonne forme financière pour perdurer dans le temps. Mais maintenant, si vous voulez aller supporter le Meltdown, il s'agirait juste d'y aller. Allez-y, achetez de la bouffe, achetez des verres, achetez des jus, achetez des drinks, allez gamer là-bas. C'est vraiment un bel endroit justement pour que la communauté se rassemble un peu et commence à se parler. Moi, je parle du lunch que Tienne, Babin et compagnie ont fait la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Justement, on pourrait s'en faire au Meltdown maintenant, qui aurait beaucoup plus d'allure que Poutineville. J'ai rien contre Poutineville, bien entendu, mais on se met un peu dans la scène gaming e-sportive. Ce sera pas ton prochain sponsor, en tout cas. Non, c'est ça. Je vais peut-être edit la vidéo après, on verra. C'est le fun de voir qu'il n'y a pas le même sort que le Meltdown à Québec. C'est fermé. Ça a jamais pogné. Meltdown, ça a juste transformé en level up, là, c'est tout. Ouais, même pas, c'était même pas dans le même établissement. Non, mais c'est juste que genre Meltdown a fermé, level up ouvert. Puis là, le level up a fermé.
c'est un peu le sort de beaucoup de ces établissements-là. On s'entend que la restauration en général, c'est pas facile, puis ça a pas mal de roulement en termes de business. Puis après, oui, gaming, c'est cool, oui, e-sport, c'est cool, mais il faut quand même une masse de gens. Puis on s'entend que beaucoup de ces gens-là sont très, sédentaires. On aime rester chez nous, devant nos ordi. Fait que vraiment bouger la communauté vers ces établissements-là, ça fait beaucoup par de l'événementiel. Puis on va justement parler beaucoup ce soir des événements en personne. Et je pense que le Meltdown, ils vont se remettre à faire des événements, ce qui pourrait justement les aider. Mais si le monde comme Poco, comme le monde ici ce soir, dans le podcast, sur le chat, se force un peu de faire de l'événementiel, je pense justement que ça peut attirer du monde puis faire en sorte que ces business-là ont plus de longévité parce que, en effet, c'est pas un modèle d'affaires qui est très facile. Bref, en parlant d'événements en personne, on reparle encore une fois du LAN ETS qui offre en vente des billets en avance de leur vente de billets, maximum 2 par personne à ceux qui envoient des photos des LAN précédents. Donc, comme nous le savons tous maintenant, le LAN ETS ont annoncé le 17 février dernier qu'il était de retour à un événement en personne qui se tiendra à l'ETS du 13 au 15 mai avec la vente de billets officiels qui commencerait le 3 mars dès 17h. Nous savons aussi que la capacité sera réduite dû au retour à l'ETS, qui est bien entendu un espace physique plus restreint que les dernières années où est-ce qu'il était plus au centre-ville de Montréal et plus à l'école où est-ce qu'ils avaient fait leur ancienne édition. Carl, qui était sur le podcast la semaine dernière, si je ne me trompe pas, nous a confirmé la semaine dernière justement qu'il y aurait moins de 1000 places à l'ETS et sans pour autant ne donner le chiffre exact, mais bon, on sait que ça va être restreint. Nous n'avons pas d'informations quant au prix des billets encore, à ma connaissance, ni aux tournois qui seront présents lors de l'événement, mais il a mentionné que 6 tournois avec un prize pool dans les 5 chiffres, donc plus de 10 000 si je fais bien mes mathématiques. Mais les tournois sont supposés d'être annoncés avant la vente de billets, donc dans la prochaine semaine, encore une fois, si mes maths sont bonnes. Bref, comme le teasé lors de notre dernier podcast, le LAN ETS a annoncé le 18 février dernier pour célébrer la 20e édition du LAN qu'il voulait remercier les anciens participants en donnant accès à la pré-vente de billets pour les 100 premiers billets avec un achat maximum de 2 par personne en publiant une photo lors d'un des LAN précédents ou une photo de merch ETS. Donc, il y en a qui ont été un peu stressés par cette nouvelle-là parce qu'ils voulaient absolument aller se chercher des billets avant que tous les billets soient vendus. Mais c'est le hashtag LAN ETS Throwback qui vous le permet, du moins pour l'instant. Sur le même sujet, puis je vais un peu bundler les sujets ce soir, vous le verrez, mais d'autres organisations justement embarquent aussi sur ce hype train-là du LAN ETS, des LAN qui s'en viennent, comme par exemple le Gaming Café, qui offre des salles de bootcamp pour ceux qui vont au LAN ETS. Donc le Gaming Café, c'est comme le nom le dit, un café de gaming, sur la rue Masson à Montréal. Ils ont une trentaine d'ordi, à ce que je comprends, sur lesquels vous pouvez jouer et organiser des événements, bien entendu. Et je pense qu'eux organisent un événement à toutes les fins de semaine, ce qu'ils appellent un Challenger 1v1, où est-ce qu'en 10h et 15h, ou 17h, pardon, vous pouvez challenger leurs joueurs League of Legends, si je ne me trompe pas, interne pour un frais de 10$ qui vous donne 1 heure de jeu. Et si vous gagnez, vous avez une journée complète de jeu que vous pouvez rester au café et jouer. Bref, c'est cool de voir le buzz et le hype avec le retour des LAN, ou du moins que de mon côté. C'est encore aussi cool de voir des collaborations, des synergies entre les différentes business. Justement, on parle du Meltdown, du LAN ETS, du Gaming Café. Fait que je ne sais pas, messieurs, dames, si vous avez des réactions sur ces sujets-là. Et qui veut commencer? Je vais laisser commencer nos invités. Ben, je peux y aller à la limite. Là. Moi, je trouve ça cool. T'sais, c'est sûr que c'est le fun d'avoir une prévente comme ça qui priorise les personnes qui ont déjà été aux anciens événements. Mais j'ai vu plusieurs commentaires de gens qui étaient déçus parce qu'ils n'ont pas pu aller aux derniers événements, qui n'ont pas de merch de LAN ETS, qui ne peuvent pas justement se procurer les billets de prévente. Fait que c'est sûr, je trouve que ça aurait été le fun aussi de permettre aux gens dans la prévente aussi d'encourager les personnes qui ne sont pas encore allées. Mais à part de ça, je trouve que c'est une bonne initiative de remercier les gens qui ont déjà été là dans les dernières éditions.
Pour le cybercafé, je trouve ça super intéressant. C'est une affaire qu'on voit beaucoup en Corée, majoritairement, moi, ce que j'ai vu. Puis je trouve ça super le fun que ça arrive au Québec. Peut-être que ça va aussi apporter différentes opportunités de sponsorship aussi par rapport aux différentes organisations, aux différents contenus, par rapport à peut-être des partnerships pour essayer d'organiser des événements, etc. Fait que je trouve que ça peut être super intéressant par rapport à ça. Ouais, je suis d'accord. Bon Matt, Stars Fox. Ouais, ben, pour alimenter la conversation, en fait, la discussion, excusez, hein, je suis nouveau dans le, dans le milieu. Mon premier LAN a été à l'automne. Le LAN ETS, je sais que c'est super gros, je sais qu'il y a beaucoup de hype. Ouais, probablement, fort probablement que je vais être là. Mais je peux pas acheter de billets en pré-vente. Mais est-ce que c'est le genre de truc, vous pensez que le monde qui va acheter en pré-vente, il n'y aura plus de place pour les. Est-ce que tu sais sûrement que ça a été calculé? Il y a un nombre donc de 100 il y a 100 billets ouais. il y a 100 billets qui vont être vendus à l'avance s'ils se rendent à ce chiffre-là. Puis après, on ne sait pas le nombre de billets total, mais on sait que c'est en dessous de 1000. Il y a plein de monde qui pense que justement ça va se vendre très très rapidement le 3 mars. Moi, je suis pas nécessairement convaincu que tous les billets du LAN ETS vont s'envoler si vite, même si le nombre sera plus restreint que dans les années précédentes. Bien que je pense que ça serait cool de voir un engouement et un appétit incroyable pour un événement qui, on s'entend, est vraiment au cœur des LAN à Montréal et au Québec depuis maintenant plus de 20 ans. Ça serait vraiment cool de le voir. Je suis pas convaincu que ça va être le cas, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui vont se ruer au début un peu. Après, tu sais, le LAN à Drummond, fine, c'est pas le LAN ATS, c'est pas à Montréal, il y a pas le... C'était la première édition, c'est pas un LAN super compétitif, mais il y avait 200 places, puis je pense même pas qu'il a été capable de toutes les vendre. Donc, encore une fois, j'espère que ça va être le cas, mais je suis pas certain que ça va l'être. Je suis pas nécessairement convaincu. Souvent, le monde sont super hype pour ces événements-là, puis là, quand vient le temps d'acheter les billets ou de vraiment se mettre put your money where your mouth is, comme on dit en bon français, il y a un peu moins d'engouement qu'on le voit sur Twitter, on va dire. Mais bon, I don't know, je sais pas. Y a-tu comme des sections VIP un peu, tu sais, y a-tu moyen d'avoir des billets un peu plus hype ou c'est tout le monde a le même setup, t'as une table, une chaise, merci, bonsoir. D'habitude, il y a différents billets, mais c'est plus, tu sais, les VIP, c'est plus, tu peux venir à l'avance, fait que t'as pas à attendre en file, je pense. Ça peut inclure certaines choses, peut-être accès à un certain, c'est comme à Drummond, c'est un accès à un certain espace dans le LAN en tant que tel, mais d'habitude, c'est pas mal visiteur et BYOC, bring your own computer, fait que soit tu as une table ou tu vas visiter. Puis billet visiteur, billet BYOC, est-ce que c'est la même chose pour un boomer comme moi qui clique plus rapidement ses pitons et qui pense pas compétitionner? Non, c'est pas le même prix. D'habitude, du visiteur, tu peux acheter pour la fin de semaine ou juste une journée, sur 2 ou sur 3. BYOC, c'est tu as une place à une table pour mettre ton ordi. Yep. Moi, ça va être short and sweet. Moi, je trouve que c'est cool en même temps. Si tout le monde... Non, mais pour de vrai, si tout le monde se met justement à faire des petits LAN, des petites affaires de même, tu sais, restarter la machine un peu. Vu qu'on a perdu le DreamHack, ça fait ça un peu, genre, au Québec. Là, on perd quand même un événement qui était vraiment cool à aller. Là, t'avais des bouts de tout. T'avais Monster qui était là avec toute leur boisson. Puis il y avait comme un gros stand. Là, c'est vraiment nice. Ouais. T'avais beaucoup de partenaires qui étaient là aussi. Tu peux voir des games professionnels directement on stage. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que ça redémarre d'une façon tranquillement, pas vite. LAN ETS, ils font plus petit cette année pour des raisons X, puis c'est cool. Comme j'avais dit dans le podcast passé, ça revient aux sources. Fait que on va pouvoir vivre la première expérience de LAN pour ceux qui vont pouvoir. Mais je pense que je vais récupérer aussi ton commentaire, Émile. Je crois pas que genre le monde va se pitcher dessus, genre comme des malades, puis que la journée de la sortie des billets, il n'y en aura plus. Je crois que ça va y aller étape par étape, comme pas mal toutes les autres éditions. Puis il va rester sûrement des places encore où, s'il n'en reste plus, au moins il y aura des visiteurs. Fait que les gens vont pouvoir un peu goûter à la vibe du LAN sans pouvoir être avec son ordinateur. Ouais. C'est sûr que le fait qu'on n'aurait plus besoin de passeport vaccinal, si je comprends bien, d'ici la mi-mars, ça va quand même créer un plus gros engouement que pour Drummond où est-ce qu'il fallait être vacciné. Mais après, comme tu dis, je pense qu'il y a plein de monde
qui vont aussi juste visiter plutôt que de jouer 3 jours. C'est pas nécessairement évident pour tout le monde. Mais c'est cool. Là. Moi, j'ai été à une des premières éditions, là, il y a une vingtaine d'années, puis la deuxième ou troisième, whatever, puis le hype au LAN ETS est vraiment cool. Là. Oui, c'est une place un peu plus petite, mais justement, ça crée vraiment un événement comme communautaire avec la belle énergie. Là. Fait que non, j'ai hâte. Je pense que ça va être cool. Ouais, vas-y. Attends un peu, Émile. Par rapport au Gaming Café, ça vient de me popper en tête. S'il y a une personne qui 1v1 Milou et qui est Louis Lefebvre et qu'il gagne, il peut prendre son poste de coach chez le Gamer Mentor. Yeah, there you go. Wow. There you le go. gars, il exclut son coach. C'est pas vrai. Le gars, il exclut son coach de même. Je veux juste lui donner de la job. Ouais, c'est ça, un peu de stress dans sa job. Ça va être de 1v1 du monde, ça va quand même être cycle. Mais ouais, ça pourrait être cool. Mais c'est des événements qui sont cool. Puis justement, tu sais, Nova l'a mentionné un peu, mais ça serait cool si le monde commence à se motiver puis à créer des événements dans ces places-là. Je pense que ça va justement créer un peu plus de hype puis plus de stabilité pour ces business qui sont loin d'être évidentes. Le prochain sujet encore sur les LAN, fait que le lancement de la 17e édition du S-LAN Révolution. Donc, le S-LAN est un événement organisé bénévolement par les étudiants en technique de l'informatique du Cégep Sept-Îles pour les gamers de 14 ans et plus, bien entendu. Vous n'avez pas besoin d'être étudiant du Cégep pour participer. L'événement aura lieu le 19 et 20 mars prochain, de 8h le samedi à 18h le dimanche au gymnase du Cégep Sept-Îles, avec une capacité de 160 personnes. Les billets au prix de 30$ chaque, si je ne me trompe pas, à l'avance et 40$ à la porte, sont disponibles sur place au Cégep les lundis, mercredis, vendredis depuis le 21 février dernier. Et les tournois qui sont annoncés, c'est Rainbow Six, CSGO, League of Legends, Rocket League, Super Smash, Melee et Ultimate, ainsi qu'un tournoi mystère à être dévoilé un peu avant l'événement. Il y aura plus de 2000$ en prix, dont un écran Alienware d'une valeur de 700$. Bref, vous pouvez aller voir sur leur Facebook ou sur leur page web si jamais ça vous intéresse. Puis l'autre LAN que je vais bundle puis que je vais remercier Nova pour l'avoir justement identifié. On s'entend, c'est nécessairement le retour des LAN, car la console annonce eux aussi la 8e édition de leur événement qui aura lieu le 9 et 10 avril prochain. L'événement se déroule justement, comme vient de le dire, au centre des foires de Sherbrooke, si je ne me trompe pas, avec le coût des billets et la date de vente de celle-ci qui ne sont pas encore annoncées, ou du moins que je n'ai pas trouvé. Donc, la console est un marathon de jeux sur 2 jours, ou c'est comment ils se décrivent, amassant aussi des fonds pour, entre autres, Lucan Estrie, fait que des charités, ce qui est très cool. C'est une approche différente des autres LAN, fait que déjà, peut-être qui intéresserait certains gens. Le but principal de l'événement sont, comme ils disent, de mettre la passion du jeu vidéo au profit de la communauté, de sensibiliser les gens sur les saines habitudes de vie, puis Gamer Mentor, ça tombe un peu dans vos eaux, relié aux jeux électroniques et d'appuyer l'essor des sports électroniques au Québec. Je pense, Nova, tu disais, ça fait déjà 3 ans que tu vas à cet événement-là. Donc, ouais. je sais pas si toi, tu veux commencer, parler un peu de ton expérience ou parler des 2 événements en question. Oui, sure. Le slam, je sais pas nécessairement, je suis jamais allée, mais tu sais, j'ai pris en note que tu sais, la vente des billets, comme tu l'as dit, est directement sur place. Fait que pour les gens qui sont pas capables de nécessairement se déplacer jusqu'à là pour avoir des billets, ça devient un peu compliqué. Ouais, c'est très étudiant, là. C'est sûrement comme une table dans le corridor où est-ce que tu te pointes pour acheter tes billets. Là. Si mettons on prend en considération la console et consoles, moi j'y suis allée les 3 dernières années dans le LAN, puis je suis allée aussi une autre année avant comme visiteur. C'est pas nécessairement un LAN qui je sais pas comment dire, c'est pas un LAN qui est genre un peu pour les charités, c'est vraiment un LAN pour les charités. Donc tous les profits etc qui sont mis en place par rapport en fait, au coût des billets, etc., ça va tout aller dans la charité. Donc, on a le camp, mais on a aussi le CHARS, qui est le Centre d'hébergement alternatif de l'Estrie. Mais de Sherbrooke, en fait, c'est 2 causes qui tiennent vraiment à cœur beaucoup. Pour moi, ils me tiennent vraiment à cœur. C'est une expérience super le fun. Les gens du staff sont super impliqués. Il y a des bons sponsors aussi là-bas sur place directement. Moi, je me souviens, la dernière édition, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait un coin repos où est-ce qu'il y avait plein de beanbags, fait que les gens pouvaient aller se coucher quand ils étaient fatigués. C'était quand même assez le fun.
Fait que t'as vraiment la station LAN, puis t'as la partie vraiment plus visiteur. Fait que t'as un bar, t'as du lancer de hache, une genre de grosse arène pour jouer au gun nerf. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est une bonne ambiance. Pour vrai, j'ai rien à dire de négatif sur ces expériences-là. Puis c'est petit. Fait que tout le monde là-bas, c'est vraiment le fun. Il y a une bonne ambiance. Fait que pour vrai, je suggérerais vraiment au monde d'aller faire un tour là-bas si vous avez la chance. Moi, c'est sûr, j'y vais à console et console. Je m'en fais parler par Jean-François Raptech, qui depuis, je pense qu'il l'organise depuis les tout débuts, ou il aide à l'organisation, puis il m'en parle en bien depuis qu'il est avec nous autres chez le Gamer Mentor. Fait que, puis il avait hâte, ses yeux, il m'a avoué que la console revenait, parce que l'année passée, je pense que ça avait passé proche, puis finalement on est retourné en pandémie, fait que ça avait été cancel last minute. Il avait le cœur brisé, fait que là, cette année, je lui ai promis que j'allais venir le voir et que j'allais aller faire un tour, fait que c'est le Van Life Gamer Mentor à partir de ce printemps. Ah, il y en a des LAN qui commencent à se donner. Là. Ouais, il y en a back-to-back, là, ça va. J'espère qu'il y a des gens qui ont un portefeuille solide, du gaz en masse dans leur char, du temps pour pas dormir, puis ben que vous avez sauvé de l'argent durant la pandémie, là, moins de resto et tout. Peut-être vous pouvez commencer à le dépenser. C'est pas avoir d'enfants, les gars. Ah ouais, trop tard pour certains ici. Non, écoute, moi je trouve ça vraiment très cool de voir plein d'événements ou de projets en personne qui reviennent. Ce que je trouve encore plus cool, c'est pas des nouveaux projets pour la plupart. T'sais, on parle de la 20e édition du LAN ETS, de la 17e édition du SLAN, de la 8e édition de la console qui console. Puis j'aime bien l'emphase justement de la console qui console sur les saines habitudes de vie, sur les charités. Je pense que ça, il en manque un peu dans le gaming. Puis on en parlera quand on arrivera justement à notre sujet du Gamer Mentor aujourd'hui. Et il y a aussi des LAN qui sont comme extérieurs du Québec, mais pas trop loin. Là. Il y a le LAN, justement, Valorant, du LAN du Toronto Valorant chez Waves Gaming, qui est en collaboration avec Team Serenity, qui aura lieu le 16 et 17 avril, avec un prize pool de 10 000 $, pour lequel les billets seront en vente dès lundi. Si je ne me trompe pas, je pense que ça regroupe 32 équipes, majoritairement canadiennes, on s'entend, dont certaines équipes québécoises, comme celle de Able Esports qui devrait y être, les gars de Synergy, fait que l'ancienne équipe de Able Esports, puis sûrement d'autres Québécois qui vont se déplacer. Fait que, écoutez, il n'y a pas juste le Québec qui revient en vie en termes de e-sport, et c'est cool de voir nos amis de l'Ontario aussi participer à cette hype-là et pouvoir justement voir nos joueurs compétitionner avec d'autres joueurs en plus des LAN locaux. Je ne sais pas si LAN ETS attire beaucoup de monde à l'extérieur du Québec, mais déjà avec un nombre restreint de billets, je pense qu'on dans le va passé, il y a des Américains qui venaient, des pro players là, qui venaient voir leurs friends qui étaient ici. Okay, ouais. Donc, le prochain sujet, on sort un peu des LAN et on parle quand même d'événements et de tournois. Ici, c'est l'association e-sport de McGill qui organise un Valorant Game Night, comme il appelle. Donc, c'est quand même dans la thématique des événements e-sport québécois. Le tournoi en question aura lieu ce dimanche, dès 20h, avec des prix pour les joueurs tels que des headsets, des souris, des crédits dans le jeu de Valorant. Par contre, ces prix-là vont être tirés parmi tous les participants. Donc, j'ai l'impression qu'ils prennent un peu moins le volet compétitif de la paire, puis plus le volet communautaire, ce qui est quand même cool pour justement une association étudiante. À l'opposé du SLAN, par contre, cet événement est ouvert qu'aux étudiants de McGill. Du moins de mon côté, je pense qu'on n'en parle pas assez, ou assez souvent, des associations e-sport académiques. Puis donc, je tenais quand même à souligner l'événement. Et je pense que... C'est pas une université. C'est le fun. Ouais, puis je pense que dans le futur, les universités, les collèges, les secondaires vont devenir éventuellement une bonne source de la communauté de e-sports. Fait que c'est cool de voir mousser un peu. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Puis justement, si on regarde les États-Unis, toutes les équipes varsity, ça vient jouer ici. Fait que je sais pas si quelqu'un a des commentaires à dire sur l'e-sport et l'académique. Je peux juste dire un commentaire? T'as le droit, oui. On peut-tu demander à McGill d'enlever le maudit trait d'union puis le S majuscule, s'il vous plaît?
de Moi, on dit que ça e-sports. S'il vous plaît, arrêtez! Par rapport à McGill, vu que les prize pools sont donnés un peu aléatoirement, est-ce qu'il faut que tu enregistres un 5-stack ou tu peux t'enregistrer comme tout C'est seul? une bonne question. J'ai pas vraiment vu. J'ai l'impression que tu arrives juste comme étudiant, tu t'enregistres, puis ils vont faire des équipes, puis ça va même pas nécessairement être un bracket. Ça peut juste être comme des games ou des jeux toute la soirée, un peu comme nous on fait avec les 10-man de Valorant québécois. C'est juste venez jouer en groupe, puis si vous vous inscrivez, vous avez en plus de juste jouer, vous avez en plus la chance de gagner des prix cool. Ouais. Fait que le prochain sujet, Matt, qui va être très pertinent pour toi. Le Gamer Mentor organise un webinaire sur le sujet de la démystification ou démystifier le développement du cerveau par les jeux vidéo. Donc, l'événement sera virtuel, si je comprends bien, au coût d'environ 30$. Il aura lieu le 8 mars prochain entre 19h et 20h. C'est un premier webinaire, encore une fois, si je ne me trompe pas, présenté conjointement par le Gamer Mentor et la psychologue ludique Elsa Bray. La thématique, je viens de la mentionner, puis si je comprends bien, c'est principalement les parents des jeunes joueurs qui sont visés là-dedans. Ça promet de répondre, comme vous l'avez dit, à des questions telles que c'est quoi le fonctionnement exécutif, comment développer les fonctions exécutives, le contexte des gamers, le contexte du TDAH, ou des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et la connexion entre les jeux et les fonctions exécutives. Donc, Matt, je te laisse de présenter un peu le Gamer Mentor, parce que je pense que nous, chez Able, ça fait longtemps qu'on travaille avec vous, puis on aime beaucoup ce que vous faites. Donc, pas tout le monde vous connaît nécessairement. Et deux, un peu à parler de justement cet événement-là plus précisément. Ben merci, Émile. Pour la partie événement, j'aurais quasiment dû inviter Elsa. Je vais essayer de faire un semblant de son travail. mais merci de l'invitation, d'ailleurs. Le Gamer Mentor, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler, c'est un programme d'encadrement, d'accompagnement pour les jeunes ados qui jouent aux jeux vidéo, les 12-17 ans. Puis c'est 100% à distance, 100% en ligne. Puis dans le fond, les jeunes, c'est ça, c'est une expérience e-sport, si on veut. Les jeunes ont des coachs, ils ont des pratiques, ils participent. Il y a même possibilité de participer à des tournois, comme j'ai des jeunes de Rocket, là, j'ai 3 équipes de Rocket à 2 contre 2 qui font de la compétition les lundis, puis les jeunes trippent bien raides. En plus de ça, ce qu'on offre aussi, c'est parce que le gaming sain, je pense que c'est l'avenir du gaming. Si on veut qu'il y ait une acceptabilité sociale en lien avec le gaming, en lien avec tous ces événements-là, il y a un atelier sur les saines habitudes de vie qui est 1 heure par semaine, toutes les jeunes ensemble. Puis c'est pas nécessairement mange tes fruits et tes légumes. C'est comme c'est quoi la recette pour, veux pas, atteindre un certain niveau dans ton jeu. Je m'inspire beaucoup de ce qui se fait dans le monde professionnel, les C9, les TSM, les préparateurs mentaux, toutes ces choses-là. Fait que même chose des nutritionnistes. Fait que c'est de parler de ces sujets-là aux jeunes en l'amenant par, si tu vas te faire une séance de gaming de 3 heures puis tu n'as rien dans le ventre, ben ça se peut qu'après 30 minutes, tu rages parce que oui, ton coéquipier n'aura pas mis sa tête. Mais ça se peut que si tu as mangé, ben tu vas le faire ton 2 heures ou ton 3 heures de gaming, puis ça va bien se passer, puis tu vas peut-être climber même parce que justement, tu n'auras pas ragé. Si tu vas te faire ton sport avant ta séance de gaming, ben peut-être que justement, encore une fois, tu vas être plus patient, tu vas être plus concentré parce que tu vas avoir dépensé ton énergie, parce que tu vas avoir la tête vidée, puis tu vas être prêt à 100% à être dans ton jeu. Fait que c'est tout le temps amener ça aux jeunes d'une façon qui lui parle, en lien avec sa passion. Puis pour ceux qui se demandent, effectivement, c'est les parents qui payent le coût des inscriptions. Puis voyez ça comme une opportunité de pouvoir gamer en paix. C'est comme on fait le remariage à la maison. Souvent, c'est un sujet qui est négatif, les jeunes sont souvent sur la défensive. C'est fumant comme sujet. On l'évite, mais c'est ça, on vient un peu mettre un baume sur ça. Puis on fait autant de l'éducation, on veut pas, au niveau des parents, avec comme les webinaires, ces choses-là. Puis on fait de l'éducation aussi au niveau des jeunes. Je dis souvent aux parents, je vis ce que votre jeune vivait il y a 15 ans. Fait que je sais qu'est-ce que vous dites, puis je sais qu'est-ce que lui vit. Fait qu'on fait le mariage entre tout ça, on fait le pont entre les deux. Ouais. Stars Fox Nova avait doué des commentaires, sinon moi j'en ai. On a toujours travaillé avec le Gamer Mentor beaucoup de fois. On a fait beaucoup de podcasts avec eux, Monsieur et Madame Mentor.
Donc, on les a même rencontrés à Drummond. Donc, oui, effectivement, c'est des beaux projets. Sincèrement, moi qui travaille aussi à l'Académie e-sport maintenant, je trouve que ça a tellement de belles connexions. Il y a beaucoup de belles choses que vous faites aussi. C'est inspirant pour beaucoup de gens, justement. Puis je vous souhaite qu'il y ait beaucoup de jeunes aussi qui suivent un peu, qui vont suivre un peu la doctrine que vous voulez adopter puis que vous voulez enseigner. Donc, non, je trouve ça super positif. Puis, je sais pas, gang. Ben, merci beaucoup. Je trouve ça super intéressant aussi parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient vraiment ouverts au gaming. Mon père était gamer. Fait que j'ai eu la chance d'avoir ça quand j'étais petite et quand j'ai grandi. Ben, tu sais, j'ai 17 ans, là, je suis pas encore super bien non plus. Là. Mais pour vrai, je vois beaucoup de monde. Tu sais, j'ai gros des amis que eux, c'était comme leurs parents voulaient vraiment pas qu'ils jouent pendant la semaine parce que selon eux, ben, ça nuisait à leur performance à l'école, ça nuisait à le développement de leur cerveau, blablabla. Fait que je trouve ça super intéressant, justement, que de un, vous soyez capable aussi d'avoir une bonne relation avec les jeunes puis leur apprendre comment bien, en tant que tel, je sais pas comment dire, pas se créer des Jouer. habitudes toxiques en tant que tel quand tu joues aux jeux vidéo, mais également que vous êtes capable de créer un lien avec les parents puis d'être capable de, tu sais, leur faire comprendre que c'est pas dangereux puis c'est normal que, tu sais, ils veulent jouer puis ils aiment ça puis c'est leur passion. C'est comme un sport, mais c'est sur un écran. Mhm. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Puis c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux restrictions, parce que souvent, le plus de restrictions que tu mets sur un jeune, le plus porté va être dans l'excès. Tu sais, il y a beaucoup de parents qui me disent ben là, je donne juste un 5 heures le samedi, puis là, si le samedi, on décide d'aller chez grand-maman, il pète une crise. Je dis ben c'est normal, il y a peut-être un petit sentiment d'injustice. lui, c'est son temps de jeu, c'est le seul moment dans la semaine où il peut jouer, puis en tant que tel, vous y enlevez. Tu sais, puis les jeunes, que les parents, ben c'est sûr qu'encore une fois, il faut faire attention. Chaque famille est différente, chaque jeune est unique, chaque parent est unique, personne vient avec un mode d'emploi. Ouais. Il y a des jeunes que justement, les parents les laissent un peu dans leur autonomie, de gérer ton temps de jeu, puis souvent, c'est eux que ça va le mieux. Puis quand il y a des relâchements, ben on tire un peu sa couverte, on tire, puis on tire sa laisse, puis on remet ça un peu plus raide, on remet ça un peu plus serré, jusqu'à ce que, encore une fois, le jeune démontre qu'il est capable d'être autonome dans sa gestion de temps de jeu, parce qu'au final, c'est ça le but, c'est que chaque personne, s'il veut évoluer, si à 18 ans, il va être fonctionnel, quand il va quitter le domaine familial, peu importe, il faut qu'il soit autonome dans son temps de jeu, comme dans tout plein d'autres sphères de sa vie. T'sais. Ouais. Moi, j'aime... moi, il y a deux choses. Fait que, un, je pense que déjà, il y a plein de monde dans la communauté e-sports qu'on connaît ici qui sont avec le Gamer Mentor, mais qu'on n'en parle pas assez. Je pense à Beaver qui est dans le chat, qui travaille avec vous, Matt. Il y a Godzy de chez Valors qui était un coach, si je ne me trompe pas, de Rainbow Six avec vous. Il y avait Fierce qui était dans notre équipe de Valorant qui était avec vous. Fait que c'est vraiment du monde qui ont vécu ou qui vivent encore dans ce domaine-là de gaming, de e-sports, qui viennent appuyer cette initiative-là. Puis c'est une initiative qu'on aime beaucoup, là, comme StarsFox l'a mentionné, Able, on travaille avec vous, parce qu'on y croit vraiment dans ce que vous faites. Moi, je pense qu'on met souvent pas assez d'emphase, justement, sur ce type de sujet-là et la discussion, puis je les trouve très importantes. Puis même, tu sais, je parlais à Madame Mentor, pour les LAN, ça serait peut-être intéressant, pertinent de... Même dans les LAN, tout le monde joue pendant 2-3 jours, whatever, mais avoir une conférence à un moment donné de quelqu'un qui va venir vous parler d'un sujet intéressant, tu sais, comme briser un peu juste cette mentalité où est-ce qu'il faut gamer sans manger, sans boire, jusqu'à temps que nos yeux tombent de notre face. Parce que c'est le préjugé que beaucoup de gens ont envers le gaming, et c'est pour ça que quand on dit « Ah, je m'en vais à un LAN », la réaction de beaucoup de gens plus âgés, i.e. les parents, c'est comme « Attends, tu vas faire quoi? Pendant combien de temps? » Fait que, tu sais, justement, j'aime votre approche de viser les parents et d'éduquer à ce niveau-là, parce qu'on sait beaucoup, on sait que beaucoup de jeunes ont justement ce défi que vous venez de mentionner, balancer les attentes parentales et le gaming. T'sais, pas mal de ceux qui sont ici, puis Nova, t'es chanceuse, mais pas mal de ceux qui sont ici l'ont vécu à un certain niveau. Puis on parle souvent du point de vue des joueurs, justement, mais on ne s'attarde pas d'habitude sur le point de vue des parents, souvent disant simplement qu'ils ne comprennent pas et ils font chier. T'sais. Mais ce programme-là, justement, il aide, comme tu viens de dire, à bridge le gap ou à faire le pont pour à la fois, un, créer plus de structure et de balance pour les jeunes, et deux, montrer aux parents le bénéfice que peuvent avoir les jeux vidéo, et peut-être encore plus le bénéfice que peut avoir le fait de s'intéresser et d'essayer de comprendre et même encourager les passions ou les intérêts de leurs jeunes. T'sais, on pense aux parents qui vont au game de hockey ou de soccer avec leurs jeunes, ils vont payer pour, ils vont les conduire à leur game,
Mais c'est rarement le cas avec les jeux vidéo. L'Académie eSport, justement, Starsfuck, on s'en parlait l'autre jour. Toi, t'as même des parents qui commencent à vous demander « Hey, pourquoi il n'y a pas de stream de la game de mon jeune? Je veux l'écouter, je veux l'encourager. » C'est ça qui manque un peu, puis ça va venir avec les générations. Mais justement, je trouve que c'est un point qui est très cool quand même. Oui, effectivement. Puis, tu sais, si on peut parler aussi de la psychologie derrière les parents, etc., j'ai parlé avec une pédopsychiatre il n'y a pas longtemps. Puis, tu sais, elle a le même principe. C'est sûr que c'est pas. Tu sais, il n'y a pas assez de recherches qui ont été faites assez poussées, mais ça aide dans certains contextes. Puis, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut éduquer comme les parents. C'est que, oui, effectivement, il y a du mal dans les jeux vidéo quand c'est trop, quand c'est abusé. Comme tout dans la vie, c'est ça. Right? Tu sais, bois trop de Pepsi, c'est sûr que tu vas pas filer après. Mange trop de McDo, tu vas avoir mal au ventre. Mais après les deux exemples que tu viens de donner, je pense pas qu'il y a beaucoup de positifs, là, mais tu sais, bois trop d'eau. Va caler 5 litres d'eau qui est d'habitude bon pour toi, ça, puis tu seras malade. Là. Whatever. Mange trop de brocoli, tu vas virer vert. Bon. Ouais, peut-être. Non, mais non, c'est ça. Fait que oui, il y a toute une psychologie en arrière, puis effectivement, autant que ça peut, puis laisse donc faire. Mais, pour embarquer dans des anecdotes, Émile, j'ai parlé avec un papa ce matin. Il a inscrit son jeune il y a 4 semaines. Puis, dans le fond, son jeune a 17 ans, je pense. Puis, ça allait pas trop bien, le moral était bas. Puis, genre, il y a des jeunes pour qui là, ça fait un déclic dans la tête, là, le programme, là, c'est instantané. Là. Genre, le moral, il me rencontrait un matin, il m'a dit son énergie est complètement différente. Ouais, c'est clair. Puis là, c'est un jeune qui est sur Rocket. Puis là, il y a 2 nouveaux jeunes qui viennent de rentrer sur Rocket ce soir. Fait que là, hier, en blague, je dis hey, tu seras pas le nouveau de la gang. T'sais. Puis il est allé dire ça à son père, puis il est content de hey, je suis plus le nouveau. Puis ça crée un hype, ça crée. C'est quoi de positif dans leur vie, en fait? Ouais, ben c'est une belle place, justement, pour rencontrer du monde qui. Puis, nous, quand on s'est parlé en privé, tu l'as dit, c'est même pas des jeunes qui ont tous le même âge, mais tout à coup, ils s'entraident, ils deviennent amis, les plus vieux commencent à mentorer quasiment de façon naturelle les jeunes, ou vice-versa, ceux qui sont mieux ranked que d'autres. Mais après, c'est le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui comprennent pas aussi la simple chose que grinder et pas dormir et juste jouer, tu vas frapper un plafond parce que tu vas te brûler, right? Puis vous donnez un peu plus de structure, puis tout à coup, comme tu dis, tu as plus d'énergie comme joueur, tu apprends plus vite, tu as des meilleurs réflexes, tu apprends d'autres mondes, tu rages pas tout le temps parce que tu as dormi, tu n'as pas mangé. C'est ça, tu apprends à perdre, puis on s'entend que c'est des life lessons, ça. Là. Tu vas perdre dans la vie, tu vas échouer, tu vas avoir une équipe avec laquelle tu t'entends pas ou du monde diversifié, fait que c'est vraiment très, très cool. Là. Moi, je pense, Académie eSport Canada, tous les programmes scolaires qui se donnent là-dedans, on commence à comprendre quelque chose, vraiment le positif, la plus-value que le gaming peut apporter. C'est sûr qu'il y a du downside, comme dans pas mal de choses dans la vie aussi, surtout quand on abuse, mais bref, je pense que la balance va être très, très cool dans les prochaines années. Tu as raison, puis de toute façon, c'est prouvé que performance sans bien-être, ça va fonctionner, mais pas... jusqu'à un certain point, c'est ça. Exact. Ouais. C'est ça. Tom Brady, s'il avait été juste dans la performance, il n'aurait pas été dominant pendant 22 ans. Puis nous, on le voit avec nos joueurs aussi chez Bucks. C'est des Radiants, c'est les meilleurs joueurs qu'on voit passer du monde au Québec. Puis il y en a plein qui font juste quit. À un moment donné, ils sont frustrés. Même s'ils sont super bons, c'est juste ils jouent trop, ils sont brûlés, c'est plus le fun. Fait que bref. En parlant de quit et plus le fun, je pense que c'est une bonne transition pour les prochains sujets que je vais encore une fois bundler. Donc, on va parler de Valors, Vexo et Unexpected Victory, desquels on parle pas assez souvent, je trouve. Mais le premier sujet, Valors et Vexo perdent leur équipe respective de Valorant. Donc, on a discuté lors des derniers podcasts de l'entrée de plusieurs organisations québécoises dans la scène de Valorant, dont Vexo et Valors. Dans ce cas-ci, c'était des rosters américains pour les deux, si je ne me trompe pas encore une fois. Et on a discuté de la question de la pertinence ou de l'intérêt d'un tel move, là, une équipe non québécoise, qu'on ne va pas nécessairement réaborder ici. C'est des équipes qui étaient assez haut niveau. Là. Sur le site de VLR, elles étaient classées, je pense, 75e pour Valor, 76e pour Vexo en Amérique du Nord. Bref, de mon point de vue, c'est des choses qui arrivent. On vient d'en parler. Je connais pas les raisons spécifiques ici, mais c'est un peu le nom de la guerre, malheureusement, à eSport, surtout au niveau T3, T4, où est-ce qu'on est. Qu'on connaît trop bien, je pense un peu partout. Donc,
ici, c'est peut-être, selon moi, une opportunité de se relancer avec une équipe québécoise. Je dis ça, je dis rien, mais nous, chez Able, on travaille actuellement avec les gars de Mirage, Beaver, Babin, sur un projet qui devrait être annoncé relativement bientôt, qui risque de créer pas mal d'incitatives pour les organisations québécoises de se monter des rosters québécois. Donc, petite annonce d'une annonce. Et on vous rappelle que le serveur Discord 10V pour les 10-man québécois de Valorant hebdomadaire, notre tournoi King of the Spike mensuel qui se donne demain, notre LAN Valorant de Able qui va sûrement être à la fin mars, qui s'en vient pour la première édition. Bref, comme on dit en bon français, things are coming together. Donc, restez à l'affût, puis peut-être message à ces deux organisations-là. Lancez-vous pas trop vite dans une équipe américaine, parce que ça se peut que vous ayez l'intérêt de ne pas le faire bientôt. Bref. L'autre sujet relié, Unexpected Victory, qui est aussi une organisation menée par un Québécois. Puis, comme j'ai dit, qu'on ne parle pas assez souvent, ils perdent leur roster de CSGO en ESEA Main. C'est une organisation québécoise à la base, menée par Ownerman, si je ne me trompe pas. Ils annoncent cette semaine qu'ils vont terminer leur saison de ESEA Main avec un roster différent de celui qu'ils avaient jusqu'à présent, étant, je crois, 5 joueurs canadiens, Eglit, Hux, Xander, Ryguy et Zucchini-Zach. J'aime le nom Zucchini-Zach. L'équipe est actuellement 1-6 en ESEA Main et le Tweet Longer mentionne le fait qu'ils voudront aller chercher, bien entendu, au moins 5 autres victoires de plus cette saison pour garder le spot en main pour la saison 41. C'est leur deuxième saison en main, ayant une fiche de 8-6 en saison 39. On mentionne aussi l'intérêt d'avoir un roster qui pourra faire des LAN. Donc, revenant à un sujet sur le LAN ETS, le SLAN, la CQC, etc., l'intérêt d'avoir peut-être des équipes québécoises, on verra. Bien qu'au Québec, les LAN à CSGO se font assez rares ces temps-ci. On verra si le LAN ETS va rapporter la chose, mais il n'y a plus tant de joueurs de CS, selon moi, au Québec. On pense à Able en Advanced, Vexo en Main, puis Ducky en Open, à ce que je sache. Bref, 3 roster moves. Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Nova, tu peux nous parler intérêt, roster québécois, ou comment tu vois ces roster moves-là. Tu as dû en vivre pas mal chez Victorem, toi aussi. Ah ben c'est sûr que dans Victoriam, on a eu gros des moves de roster dans la dernière année. T'sais, on avait un roster différent au moment du Landremon. Après ça, il a changé, puis il a rechangé encore. Là, actuellement, notre roster chez Victoriam est constitué de 3 joueurs québécois, Woon, Deskry et Page, et de 2 joueurs, un joueur canadien, Tyson, puis on a aussi un joueur américain, Ed Shutter. Donc, c'est sûr qu'on garde une certaine partie au Québec, puis cette petite partie au Québec, là, c'est comme une fondation, genre. C'est des gars qui sont là avec nous depuis assez longtemps. C'est des gars qui, à ce que je sache, veulent rester avec nous, justement. Donc, je trouve ça super intéressant de garder une petite base québécoise dans chaque roster. Comme ça, idéalement, on peut aller chercher probablement des subs pour des LAN. Parlant justement de Valors, ben, tu sais, moi, ce que j'ai remarqué justement par rapport à leur page Twitter, c'est que tu regardais les matchs des gars dans la VCT, tu sais, à ce que j'ai vu, il y avait 5 lose, une win, puis un unknown, qu'il n'y avait pas nécessairement de réponse par rapport à la game. Donc ça, c'est ce que j'ai marqué sur leur Twitter. Donc, est-ce que c'est une histoire de... Ben, tu sais, ils ont dit dans leur post que justement, certains joueurs prenaient un break, certains joueurs allaient voir d'autres opportunités. À mon avis, c'était quelque chose aussi au niveau de l'interne du roster. Donc, probablement, il n'y avait pas assez de chimie, il y avait quelque chose qui manquait. Je sais pas non plus s'il y avait un coach, peut-être que ça l'aurait aidé ce roster-là à se structurer puis à pouvoir gagner plus de games, puis peut-être aussi moralement de se replacer au lieu de justement aller dans un break. Mais en tout cas, moi à mon avis, c'est peut-être quelque chose plus d'interne en voyant les défaites, puis le moral qui tombe, etc. C'est peut-être comme ça. Après ça, je suis pas dans la race, c'est pas moi qui va pouvoir vous le dire. Mais c'est sûr que quand tu prends 5 gens qui se connaissent pas nécessairement, ou 5 gens qui ont pas nécessairement une fondation, ben c'est facile pour eux de juste partir ailleurs ou de juste dire je vais arrêter de jouer puis je vais aller trouver mieux ailleurs. Par rapport avec ça, je crois que c'était un roster qui était déjà quand même pas mal soudé, si je me trompe pas. Parce que The m'avait dit la dernière fois. Puis, c'est sûr que quand on parle de. On est des organisations québécoises, fait que c'est sûr qu'au niveau sponsor, au niveau opportunité, etc., on a un peu moins que les organisations qui sont américaines. Donc, c'est certain que pour des rosters qui sont américains, ben, c'est plus facile pour eux de dire, regarde, je vais aller voir quelque chose qui a plus d'opportunités que ce que j'ai live up. Là.
pas en disant qu'avec ça, on n'a pas d'opportunité, mais en disant que au Québec, on a moins d'opportunités. Il y a des ressources limitées. Là. Ouais. C'est ça. C'est sûr. En tout cas. Peut-être Matt va nous former les prochaines équipes Valorant au Québec. Ça va me faire plaisir. Ah ouais. Puis en plus de ça, ils vont être capables de gérer leur petite crisette puis leur petit drama. Tu pourrais être le pipeline pour tout le talent qui s'en vient. Là. Parce que c'est ça, tu sais, je veux dire, je lisais le Twitter, je veux pas brasser rien, là, mais j'étais comme, tu sais, some players decided to part ways, tu sais, sûrement que ça a mal fini, j'en ai aucune idée, mais tu sais. Non, on en a vécu des roster change aussi, puis je vais te dire, la plupart du temps, comme on disait, il y a des joueurs qui sont juste écœurés de jouer, il y en a beaucoup, Fate le confirme là, dans le chat, il dit 3 ou 4 des joueurs ont juste arrêté de jouer, là. Puis nous, c'est un peu ça. Tant mieux. C'est ça, c'est juste parce qu'ils sont tannés, là. Ils voient que la scène compétitive, ça va pas appeler plus loin que ça, ou ils ont pas les bonnes habitudes de scène de vie, puis ils jouent trop, puis ils sont brûlés. Ouais, mais en même temps, pourquoi tu joues? Tu joues-tu nécessairement pour devenir pro? Je pense que c'est ça la question. On demande-tu à tous les Maurice et les Serge qui jouent au hockey dans des ligues de garage, genre, pourquoi ils jouent au hockey, là? Je suis d'accord avec ce sentiment-là. Nous, on dit ça à tous nos joueurs. C'est oui, vous compétitionnez, vous voulez aller au prochain niveau, ça je comprends. Moi, j'ai joué longtemps au soccer, tu voulais devenir A, AAA, AA, whatever. Mais il faut que ça demeure le fun à la base, right? Parce qu'on n'est pas payé à ce niveau-ci pour le faire, du moins pas assez pour vivre. Fait que c'est sûr que quand ça devient plus le fun, puis ça devient plus un grind que du fun, ben le monde il lâche. Mais ça vient avec plusieurs raisons, right? Soit t'as pas trouvé la bonne team, soit comme tu dis, Matt, t'as pas la bonne mentalité ou les bons objectifs, ou soit tu joues trop, tu grindes comme un fou, tu vas à l'école, tu joues à Valorant, tu fais des scrims, tu travailles en même temps, puis t'as pas la bonne balance dans ta vie pour pas te brûler. Mais c'est difficile d'être le meilleur sans mettre le temps aussi, là, c'est sûr. Je dis souvent aux jeunes, est-ce que c'est le jeu qui joue avec toi ou c'est toi qui joues avec lui? Le nombre de fois qu'on s'est fait prendre, je pense que les 4, on a des moments où le jeu joue avec nous autres. Là. Ouais, souvent quand j'étais jeune, souvent. Mais, même des fois c'est genre. C'est ça, fait qu'il faut garder ça en tête, là, parce que quand c'est le jeu qui joue avec toi, c'est plus le fun. Là, c'est là que ça devient un problème. Ouais. Stix dans le chat, il dit Valo est dans ma tête rent-free. Ouais, ça arrive à beaucoup de monde. Et Gadzi dit aussi que ça a très bien fini, mais c'est juste que 2 joueurs voulaient prendre une pause pour des raisons IRL, puis qu'il y a d'autres joueurs qui ont décidé de prendre du recul pour regarder leurs options. C'est souvent ça, t'en perds un ou deux, puis les autres. Ben ça vient avec ça aussi. Un roster, c'est un nombre impair. Quand une majorité veut arrêter, ben ça finit par découler parce qu'il n'y a pas la motivation de reconstruire nécessairement. Moi, je voulais aussi aborder la team. Unexpected Victory. Ouais, c'est ça, j'ai de la misère. Hein? J'ai parlé au nœud un peu vite en DM tantôt, puis il m'a donné un peu plus de contexte. Tout ça, il a dit en général que justement, oui, il voulait faire le move par rapport à aller chercher plus de victoires aussi, pour justement garder la place. Puis que c'était vraiment. Il a vraiment pas été le point que c'était vraiment une décision qui était entre les joueurs puis lui, c'était quelque chose de commun. Là. Ils étaient tous d'accord que c'était le bon choix à faire, puis que c'était la décision à prendre. Fait que c'est pas une relation qui s'est mal finie. C'est une relation qui s'est bien finie. Puis je sais pas si Ownerman, c'est ça? voudrait dire d'autres choses en tant que tel dans le chat pour en rajouter. Là, mais c'est pas mal ça qu'il m'a dit. Il m'a dit pas mal la même chose qu'il avait dit dans son tweet longueux, puis que ça s'était bien fini en général. Ouais, puis c'est sûr que c'est difficile pour les équipes d'aller 1-5, 1-6, puis rester ensemble, puis que les choses vont bien. Là. Ça dépend vraiment des objectifs, encore une fois. Là. Nous, notre équipe, je sais qu'à CSGO, à ESC Advance, c'est vraiment des gars un peu plus vieux qui jouent pour le fun, mais qui ont beaucoup de bagages, dans le sens qu'ils ont beaucoup joué compétitivement, fait qu'ils ont le skill pour être là, mais là, en ce moment, ils sont 1-5, mais ils s'amusent encore. T'sais. Tandis qu'en main, surtout si t'es des joueurs qui veulent faire quelque chose, tu fais un 1-5, ça se peut que de 1, la org, et de 2, les joueurs sont juste pas bien avec la situation. Fait comme tu dis, là, ils s'entendent pour aller faire un win-win pour tout le monde puis voir ailleurs. Fait que le prochain sujet, on s'écarte de la perte de roster pour parler de la fermeture complète de structure. On parle ici de Team Hyde, qui dans un tweet sans beaucoup de contexte, merci, annonce, entre parenthèses, finalement, la fermeture de leur, entre guillemets, organisation. Je mets beaucoup de ponctuation.
On se rappelle qu'on a parlé de Team Hyde maintenant à quelques reprises durant ce podcast, dont notamment mardi lors de notre édition spéciale. Puis pour ceux qui ne l'avaient pas écouté, elle est déjà sur YouTube, le YouTube d'Able Esports, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. C'était quand même un petit épisode le fun où est-ce qu'on parlait de salaire et d'argent. Bref, la première fois qu'on a parlé de Team Hyde, c'était pour dire qu'il avait recruté pas mal de joueurs Fortnite, dont Willex et Carmos, qui étaient notamment chez Able Esports à ce temps-là, à ce moment-là. Après, c'était pour annoncer que l'équipe serait peut-être morte, car pas mal tous ces joueurs auraient quitté quelques jours après. Après encore, on a parlé d'eux parce qu'ils ont recruté un roster de CS, et donc le fait que la structure n'était pas en effet morte. Et maintenant, on le confirme, c'est la fin pour Team Hyde, du moins pour l'instant. Le roster CS, que si je comprends bien, c'était un peu Vexo qui avait suggéré à Team Hyde comme move de recrutement, n'aurait pas duré plus que genre 1 ou 2 semaines, ou du moins selon ce que Zopix me dit, le fondateur de Vexo. Je note qu'en réponse à Memories, qui est owner de Nocturnes, sur Twitter, Claze de Team Hyde aurait dit simplement ne plus vouloir gérer une org et qu'il n'avait jamais voulu que Hyde dure longtemps, ce que j'ai trouvé intéressant comme commentaire. On parlait quand même de fondateurs assez jeunes, si je ne me trompe pas, mais c'est un peu dommage, encore une fois, de voir des projets qui durent vraiment pas longtemps. Je me demande quand les joueurs, surtout de Fortnite, vont un peu arrêter de rebondir d'une, entre guillemets, structure ou équipe à une autre de façon constante. Là. Il y avait pas mal de joueurs qui avaient rejoint ce truc-là. Puis là, c'est un peu décevant d'entendre que le owner de ça se dit qu'il voulait même pas que ça dure. Je suis sûr que les joueurs n'étaient pas au courant de ça. Bref, je sais pas si quelqu'un a des commentaires là-dessus. S'y attendait, là, je sais pas. Je pense pas que c'est une surprise. Mais je crois qu'il y avait l'argent pour partir ça, ou il y avait comme un boost de motivation. Un moment donné, il a fait bon, ben je vais partir ça, c'est mon projet, puis blablabla. Mais il a pas cherché nécessairement à aller voir plus loin puis à apprendre comment gérer sa structure. Puis on l'a vu juste par le départ des joueurs, le join des joueurs, le départ, le join. Ça n'a jamais vraiment été quelque chose qui était stable sur la longue durée. Fait qu'à mon avis, il a pas essayé d'apprendre de ses erreurs puis de regarder qu'est-ce qu'il a fait de mal pour pas le reproduire. Puis il a juste décidé à la fin juste de faire, ben, regarde, fuck off, là. Ouais. Ouais, c'est un peu ce qui se passe avec, surtout quand il y a des jeunes dans ces structures-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. T'sais, partir une, entre guillemets, business et fail, c'est correct, puis c'est encore plus que correct. C'est même bien dans le sens que tu peux en apprendre, puis Matt l'a dit, tu apprends de tes échecs, puis tu en apprends souvent plus de tes échecs que de tes victoires. C'est malheureux, comme tu dis, Nova, que souvent, ces jeunes-là prennent pas cette opportunité-là d'apprentissage. Je trouve encore plus dommage, comme j'ai dit, pour tous les joueurs qui rejoignent ces équipes-là, puis après, ont l'air plus ou moins sérieux quand ils cherchent des orgs ou des équipes à tous les 3 jours. Mais c'est aussi une question peut-être de finance en fin de compte. Là. Je sais pas ce qu'ils avaient promis à tous ces joueurs-là, mais encore une fois, ça revient à est-ce qu'on peut tenir nos promesses? Là? Il y a du monde qui disent dans le chat que c'est fermé parce que le owner voulait aller se payer des NFTs. J'ai aucune idée si c'est vrai ou pas, mais bon, c'est un peu le jeu de ressources limitées où est-ce que je veux les mettre, j'imagine. Il est allé chercher des memes en NFTs. Ouais. Il y avait du 80 000 en arrière. Non, mais pour de vrai, tu sais, en même temps, c'était inévitable. C'est pas facile, puis c'est pas facile runner une org. C'est pas toujours le fun non plus. Le monde se dit c'est un projet cool, le fun, ça va être vraiment hot, mais c'est sûr, il y a de la job derrière ça. Là. C'est pas toujours le fun. Quand t'es tout seul, même 2, des fois, ça dépasse vraiment, vraiment au-dessus genre de tout ce que tu peux t'attendre, tout dépendant où tu pousses. Mais effectivement, plus que tu embarques de gens, plus que c'est de gestion, parce que chaque personne, tu dois faire du content dans l'air de tout ça. Fortnite. Tu fais des annoncements. Ouais, fun. Bon, ces jeunes-là, ils ont des ouais, c'est ça, c'est ça. Ton but, c'est pas non plus d'ouvrir une garderie, mais une org e-sport. Puis c'est ça, fait que, tu sais, vous faites ce que vous voulez avec ça, puis ben, regarde, écoute, s'il aimait pas ça, puis que finalement, juste pour se débarrasser des questions, il a fait, ça me tentait même pas que ça dure, tant mieux. Écoute, au moins, il l'a fait, il a essayé, ça n'a pas marché, merci, bonsoir. Il a peut-être pas promis rien à personne, en espérant, mais s'il a rien promis à personne, tant mieux. Ça, c'est bien fini, il n'y a rien. C'est
Excuse, vas-y, Nova. Je voulais juste ajouter pour l'affaire de Unexpected Victory, le owner voulait aussi que je rajoute vite qu'il allait avoir un nouveau roster qui allait compétitionner pour eux pour la fin de la saison. Ça allait être annoncé bientôt, fait que vous pouvez keep up avec ça, justement. Ouais, je pense que c'est justement une équipe qu'on suit pas assez là, au Québec, puis le monde la connaisse peut-être un peu moins, là, mais c'est à ma connaissance un gars qui fait pas mal de jobs, là, fait que c'est cool ce qu'ils font, puis j'espère qu'ils ont du succès. Là. Qu'est-ce que tu allais dire, Matt? Ben, tu sais, on parle beaucoup de manque de ressources là, depuis en lien avec les équipes. Là. Je me dis, quand les gens, ben, tu sais, je comprends, j'ai l'air de comprendre, tu sais, je veux dire, c'est du monde jeune, les premières expériences, ces choses-là, mais c'est important de réfléchir justement à comment tu vas amener des ressources dans ton org. Ouais. Tu sais, avant de juste dire on part ça, tu sais, il y a une espèce de thinking process à faire parce que, à moins que tu sois une OBNL, il n'y a pas d'argent qui va te tomber sur la tête. Tu sais, faut réfléchir à cette chose-là. Fait que je sais pas, en ce moment, tu sais, Nova, tu vas peut-être pouvoir parler. Peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui ont des orgs. Tu sais, c'est quoi vos sources de revenus, en fait? Comment vous fonctionnez? Comment ça fonctionne? Typiquement, tu sais, puis là, je parle très généralement du marché. Là, je te dirais qu'en ce moment, c'est peut-être 70%, sinon plus, des revenus des e-sports spécifiques, c'est les commanditaires, les partenaires. Après, tu peux aller chercher des ventes de merch, mais on s'entend que ça va pas être significatif, surtout au Québec. Si tu parles pas de genre 100 Thieves. Tu peux faire des splits de winnings si tes joueurs gagnent des tournois, mais souvent le monde ne le font pas, surtout s'ils ne payent pas des salaires. Fait que c'est 3 des gros buckets, puis après tu peux aller te chercher un peu de ressources dans tes streams, dans tes contents YouTube, monétiser ces trucs-là, mais encore une fois, il te faut pas mal de following pour faire des revenus qui sont semi-intéressants. Là. Mais Nova, je sais pas si tu avais des commentaires là-dessus. Je te dirais, depuis les 2 ans que je run une organisation, ça a tout sorti de ma poche. Il n'y a rien qui est rentré. Il n'y a rien qui rentre, il y a juste des affaires qui sortent, en espérant qu'à un moment donné, ça découle, puis ça arrive à un certain revenu. Puis c'est encore une fois, je pense, c'est un très bon commentaire, Nova, puis c'est souvent le cas pour pas mal d'organisations à ce niveau aussi. Puis je pense que c'est une question de mentalité aussi. Là. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je vois ça comme des dépenses ou de l'argent que je perds, ou est-ce que je vois ça comme un investissement, ou encore plus, tu sais, est-ce que je vois ça comme une dépense sur un hobby que j'aime? Tu sais, est-ce que j'aurais dépensé cet argent-là dans un resto ou pour aller faire du ski, ou est-ce que je le dépense parce que c'est quelque chose qui me donne du plaisir? Mais encore une fois, si c'est plus le fun, c'est là que ces orgs-là commencent à fermer. De un, tu dépenses de l'argent, puis de deux, c'est même pas le fun. C'est comme payer pour un mauvais resto, tu sais, tu vas pas y retourner après, right? Donc, c'est un peu ça. Je pense pas non plus tout le monde qui bâtit une org, surtout quand tu es jeune. Tu sors d'un bac en gestion de projet et entreprise, puis tu as des millions en banque pour pouvoir investir là-dedans. Donc, c'est un beau projet que tu commences jeune, que tu peux faire même. C'est un beau projet entrepreneurial. Puis, c'est le fun de le faire. Là, t'en apprends des choses. Là. Ah, c'est ça. Même moi, en partant avec Able, c'était 100% pour le fun. Puis, avec le temps, ben, on a grandi, puis avec Émile, etc., on a juste comme... C'est une autre game, là. Ça va plus loin que juste comme rouler genre du monde ou faire des LAN, des affaires de même. C'est vraiment... Il y a comme tout un contour autour. Fait faut que tu comprennes le contexte aussi de la org. Non, c'est sûr. Puis vous en avez parlé un peu mardi à propos des salaires e-sport, mais tu sais, mettons, là, j'ai vu une organisation, une team féminine qui recherchait une organisation, ils demandaient 4,5K par mois, par player. Valo, ça, j'imagine. C'est ça. Il y a des joueurs, puis tu sais, même pas de performance ni rien, ni blablabla. La scène féminine de Valo est un peu intense en ce moment. Ouais, mais pas juste dans Valorant, il y a gros des gens qui demandent des salaires pis tout ça, puis ça coûte cher. Puis tu sais, c'est gros des affaires que tu peux pas juste dire, ok, ben, je vais investir là-dedans sans avoir nécessairement de backup financier, sans avoir d'investisseur qui va t'aider à supporter ça, parce que c'est tout plein de ressources qu'il faut que tu penses, puis surtout au niveau de l'argent, parce que le business, c'est l'argent, puis l'argent, ça fait rouler ta business. Oui. Fait que faut juste arriver à trouver des affaires qui vont pouvoir investir là-dedans. Ouais, Babin, fondateur de Mirage, l'avait bien dit mardi. Moi, je suis d'accord avec le sentiment, mais c'est difficile à appliquer des fois, là, mais dépensons pas de l'argent qu'on n'a pas.
Après, c'est difficile de faire de l'argent sans dépenser aussi, là, fait que c'est souvent l'œuf et la poule, mais c'est pas évident, mais encore une fois, là, moi, mon premier commentaire, c'est rentrez pas dans l'e-sport pour faire de l'argent, parce que vous allez être déçus. Il y a beaucoup de places où est-ce que vous pouvez en faire plus facilement avec moins d'investissement. Mais rentrer... Pardon? Monteur de ligne. Ouais, ben, cours de 2 ans, 120 000 en rentrant. Moi, mon ami contrôleur aérien, il a fait 2 ans, puis il est à 175 000 par année, quelque chose du genre. Bref, c'est pour le fun qu'on rentre là-dedans au début, puis après, on peut développer une business autour. T'sais, c'est le rêve, là, développer une business autour de ta hobby, mais les rêves, d'habitude, c'est difficile à atteindre. Right? Bref, la dernière nouvelle un peu... cool puis pas cool en même temps, là, un peu controversé. Fait que, on parle encore une fois de nos amis chez Ubisoft. Ici, le sujet, c'est que Rainbow Six change d'emplacement pour leur tournoi du Stage 2 Major en août. Ou AOU, je ne sais jamais comment le prononcer. Comme on le sait tous, Rainbow Six, un jeu FPS créé par Ubisoft qui ont une forte présence au Québec. Bref, Ubisoft ont annoncé le 20 février les 3 emplacements et dates approximatives pour leurs 3 tournois de Stage 1, 2 et 3 du Major en 2022. Le Stage 1 Major sera en mai 2022 aux États-Unis, le Stage 2 en août aux Émirats arabes unis et le Stage 3 en novembre en Asie. Comme on pouvait probablement s'y attendre, puis apparemment Ubisoft, c'était pas le cas, mais l'annonce du tournoi d'Août aux Émirats a été reçue très négativement par la communauté de Rainbow Six, incluant certains talents qui travaillent lors de ces événements-là, comme Caster par exemple, qui craindraient pour leur sécurité dans un tel pays. On citait notamment les violations des droits de l'homme et les lois du pays contre les personnes de LGBTQ+. La communauté a organisé une pétition pour déplacer le tournoi des Émirats qui a recueilli plus de 10 000 signatures en seulement 2 jours. Assez rapidement, le 22 février, justement, Ubisoft publie une réponse qu'on voit à l'écran qui dit en gros qu'ils ont pris la décision de déplacer le Six Major d'Août 2022 dans une autre région de Rainbow Six Esports, dont le lieu exact reste à déterminer, dans l'esprit d'encourager toutes les communautés locales à travers le monde dans les autres régions de Rainbow Six et toute leur diversité, leur dévouement et leur passion pour le jeu. Ils continueront à développer et à structurer leurs activités compétitives dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord à travers des tournois et des activations locales et régionales. Bref, ils ont aussi dit qu'il avait travaillé il aurait travaillé avec le gouvernement des Émirats et des partenaires locaux pour s'assurer que toute personne, quelle que soit son identité de genre, son orientation sexuelle, son origine culturelle ou toute autre caractéristique individuelle aurait été incluse et accueillie dans le dit tournoi. Donc, même si Ubisoft et ses partenaires locaux ont essayé de rassurer la communauté de Rainbow Six en affirmant que le Major serait inclusif, il n'en reste pas moins que des lois interdisant les relations homosexuelles existent dans le pays. C'est juste un fait. Donc, la communauté de Rainbow Six a même rapidement fait remarquer que même certains des personnages fictifs du jeu feraient l'objet d'un examen minutieux aux Émirats arabes unis s'ils étaient des personnes réelles. Fait que ça rappelle aussi un peu les craintes de la communauté de CSGO lors des acquisitions récentes par le gouvernement de l'Arabie Saoudite de Faceit, ESL et DreamHack, surtout dans le contexte de l'annonce récente des ligues féminines de CSGO. Bref, Ubisoft et Rainbow Six ont ici écouté la communauté et se sont rapidement réorientés. Fait que j'aimerais vous entendre sur ce sujet-là. Est-ce que la décision est bonne? Est-ce que la décision au début faisait pas de sens? Est-ce qu'on devrait, avec le temps, essayer d'inclure ces différentes régions? Ou est-ce que vous avez juste des réactions après avoir entendu l'histoire que vous connaissez peut-être ou peut-être pas? Je vous laisse y aller. Je ne sais pas qui veut commenter ici. Je peux y aller. Vas-y, non. En fait, j'ai pris la chance de regarder un peu les commentaires de ce post-là, puis j'ai vu qu'un caster de directement Rainbow Six avait fait une vidéo pour parler un peu de son avis par rapport à tout ça. J'ai pu noter aussi que, en fait, les gens là-bas étaient vraiment tristes, justement, du fait qu'ils leur ont pas donné une chance. Ubisoft aurait pu organiser l'affaire puis voir comment ça s'est passé et pas le refaire, mais ils ont dit que ça allait se passer puis ils leur ont pas laissé une chance. Ils étaient vraiment déçus parce qu'en fait, leur religion en tant que telle leur demande pas nécessairement d'être contre ces stéréotypes-là, mais vraiment d'être de respecter toute personne en général, peu importe comment ils sont, peu importe
peu importe leur genre, peu importe en tout cas, peu importe. Ils voulaient vraiment avoir leur propre LAN event organisé d'un jeu pour mettre leurs joueurs puis leur personnalité, puis leurs casters, puis toutes les personnes under the spotlight parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas de LAN, ils n'ont jamais eu rien de vraiment grand là-bas, justement à cause des différents problèmes qui ont été spot out par Ubisoft. En tout cas, les gens là-bas ont compris en tant que tel. Ils comprenaient que ça se soit cancel. Ils étaient corrects avec ça. Mais en fait, le problème pour eux, c'est pas vraiment le fait que ça a été cancel, c'est que les gens continuent à genre à venir vers eux puis à dire que c'était pas. À dire que genre ils se sentiraient pas corrects puis tout ça, même si ça a été annulé. Fait que c'est ça qui fait que ça contribue au problème, même si le problème a été réglé en tant que tel. À mon avis, ils ont fait le bon choix parce que, tu sais, ça n'aurait pas été budgétairement correct pour eux de faire ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se seraient pas présentées, justement à cause de tout ça. Mais à mon avis, ils devraient vraiment laisser la chance aux gens là-bas de se prouver. Parce qu'à mon avis, c'est des personnes aussi, ils ont des talents, puis il faut qu'ils méritent aussi de pouvoir montrer ça en deux spotlight, comme ils le disent. Pas mal ça. Ben, c'est un bon commentaire, puis c'est un peu tu sais, jouer je veux pas dire l'avocat du diable, mais voir l'autre côté de l'histoire, c'est sûr. Après, ouais, j'avoue que c'est cool que le monde de là-bas dise ça, puis oui, c'est bien donner des chances. Après, est-ce que c'est plus une question d'encourager un gouvernement qui quasiment, ben même pas quasiment, mais qui criminalise certaines choses qui sont ici acceptées, et certaines personnes auraient très littéralement, c'est bien de dire donnez-nous une chance, mais certaines personnes auraient très littéralement peur pour leur vie quand ils iraient là-bas. Donc c'est un sujet délicat, sujet difficile. C'est sûr qu'on aimerait commencer à intégrer ce monde-là, commencer à sensibiliser les gens de pays qui sont moins ouverts à ce type de choses-là, mais je sais pas. Est-ce qu'il faut attendre que ça commence de soi-même avant de s'intégrer? Est-ce qu'on devrait s'essayer de toute façon? Mais c'est sûr que la réaction était sûrement attendue, ou du moins aurait dû l'être. Puis je pense moi aussi que Ubi avait presque pas le choix de changer. Dans le fond, ils se demandent est-ce que ça vaut le press négatif au lieu de juste changer puis dire ben fine, on le fait ailleurs. Je sais pas si Stars Fox et Matt, si vous avez des commentaires là-dessus. Ben, donc c'est des sujets chauds, puis c'est très politique aussi. Surtout que tu embarques dans ces genres de sujets-là, c'est sûr que je comprends je peux comprendre aussi la réaction des gens. Je vais un peu aller au contraire de ce que Nova a dit. Je comprends un peu la réaction des gens par rapport à. Il y a des gestes qui ont été faits, il y a des gestes qui ont été posés, il y a des gestes dans le passé qui ont été faits, qui ont été posés. Donc, puis je vais reprendre ton point. Oui, c'est bien de laisser des chances, mais à un moment donné, faut pas non plus. On est rendu tellement dans un mode, puis dans des générations tellement informées, Internet général, politique, que ce soit n'importe quoi. C'est très difficile aujourd'hui de faire un geste, puis de ne pas avoir le background en arrière. Donc, ce qui arrive, c'est que oui, effectivement, ils vont apprendre de leurs erreurs, que certaines choses ne passent pas internationalement, certains gestes ou mouvements ou whatever, ça ne passe pas. Donc, je comprends la décision des gens d'avoir peur pour leur vie, parce que oui, effectivement, même si il y en a certains qui disent on est déçus, pourquoi vous ne me laissez pas une chance, ben, tu en as d'autres qui sont plus extrémistes, que peut-être qui vont essayer de faire du mal à certaines personnes. Donc, ça, tu le sais pas, tu peux pas le prévoir. Donc, puis on sait par rapport, en général, quand il y a quelque chose qui pète, ça pète. C'est pas genre un caillou qui est lancé. D'habitude, on parle de gros débats. En tout cas, je ne me lancerai pas là-dedans. C'est assez intense. Donc, oui, c'est mieux de sécuriser la chose, surtout qu'ils décident de faire des majors dans des places un peu différentes. Donc, peut-être laisser la chance à une place que justement, ils ont peut-être l'opportunité d'avoir ça chez eux, qu'eux autres n'ont rien à voir à ces histoires-là, et de faire un peu de tourisme, surtout après le COVID, dans leur région. Donc, je pense que je comprends à 110% la réaction de tout le monde pour avoir voulu changer d'emplacement. Ouais. C'est beaucoup éthique, hein?
Ouais, absolument. c'est beaucoup. C'est des endroits où il y a de l'argent aussi, ouais. hein? C'est beaucoup éthique, c'est quand même business, on s'entend. La décision, et comme tu dis, Matt, il y a beaucoup d'argent là-bas. C'est quand même des pays intéressants pour les business. Ça teste les valeurs d'Ubisoft, c'est bon, hein? On aime. Ouais. Pas la première fois, même cette année, puis on est très tôt On dans le aime. 22. On va voir justement comment ils gèrent, s'ils ont appris des scandales de l'été dernier. Exact. Bon, ça fait le tour des sujets que j'avais prévus. J'en ai deux autres qui viennent un peu de popper. Fait que Bernie de Bernie Media qui m'annonce que le LAN JDL 2022 devrait être du 2 au 4 septembre. Donc, petite info en primeur. Et l'autre chose que j'ai vu passer sur LinkedIn plus tôt aujourd'hui, que j'aimais quand même aborder, parce que je trouvais le programme très cool, c'est TELUS ont maintenant un programme d'affiliation en sport électronique. Les mondes peuvent appliquer, peuvent aller chercher des commissions mensuelles jusqu'à 20 000 $ à titre de commandite, des rabais des employés. Puis laissez-moi vous montrer ce qui arrive quand on sélectionne la zone québécoise. Ce n'est pas accessible aux Québécois. Tu l'as vu aussi? Donc, un peu déçu de ça. Je comprends pas vraiment le pourquoi de cette affaire-là. Mais écoute, je trouve très cool comme programme, mais je suis très déçu qu'au Québec, on n'ait pas accès, ou du moins, pas pour l'instant. Un de mes amis a lancé la question directement sur LinkedIn à la personne qui organise ça. Donc, je vais essayer de rester à l'affût pour voir le pourquoi de la chose. Mais si vous avez des réactions sur le programme en général, moi, je trouve que c'est cool. TELUS se lance en e-sport. Ils essaient d'encourager le monde qui veulent aller vivre de leur passion, aller peut-être chercher des petits bénéfices pour ça. Après, je sais pas, peut-être aller chercher une adresse en Ontario si ça vous intéresse. Non, mais pour de vrai, je trouve que c'est comme un genre de contour. Non, je le trouve cool, le programme. Je comprends même pas le raisonnement. Je comprends vraiment pas le raisonnement. Là. On est parlé des réglementations de l'Auto-Québec, etc., mais je vois pas comment ça rentre là-dedans. Je parle du programme affilié de TELUS. C'est genre deviens un vendeur porte-à-porte sans l'aide. C'est comme vendre au service. Mais ça donne... Non, mais... of course, il y a une business derrière, mais ça donne quand même l'opportunité à quelqu'un qui veut essayer... Non, mais qui veut essayer de monétiser sa passion dans l'e-sport. Ça leur donne un pied dans la porte, ça leur donne une autre option. Je dis pas que c'est comme « Oh my God, cette affaire-là, c'est tombé du ciel », mais de un, c'est cool que TELUS s'intéresse. Je pense. Connais-tu Red Shadow Legends, Star Fox? Écoute, parle-moi-en pas. On lance la pub. Effectivement, comme Emile dit, c'est sûr que c'est un business thinking. C'est de la vente, c'est normal. Ils ne feraient pas de quoi à perte pour faire de quoi à perte. Ils ne sont pas là où ils sont aujourd'hui parce qu'ils font des choses à perte. Là. Ils ont fermé trop de magasins TELUS? C'est quoi? C'est cool justement qu'ils se réinventent en tant que tel. C'est une nouvelle façon de passer leur truc. Puis regarde, en plus, ils vont avoir le meilleur Internet. Puis check bien ça, ils vont manquer aucune tête quand ils vont être plugués sur l'Internet de TELUS. Le programme te donne un Internet aux vitesses gratuit. Ça te donne 15% sur leurs produits en rabais. Ça te donne jusqu'à 20 000 $ en bourse, en argent. Ça donne des commissions mensuelles fines si tu fais des reventes. Mais c'est sûr, c'est un programme d'affiliés. On s'entend, dans le nom, ça le dit. C'est un programme d'affiliés. Ils veulent que tu en vendes. C'est fine. On peut parler du concept de programme d'affiliés à la base, mais c'est pour ceux qui pensent que c'est intéressant, puis beaucoup de compagnies le font. Oui, ça se limite. Comme je te dis, c'est pas tomber du ciel, c'est pas de l'argent qu'ils vont vous donner bénévolement. Là, c'est quand même une compagnie. Mais je trouve ça cool qu'ils ont compris que l'e-sport, c'est important pour eux. Bell, ça fait des années qu'ils sont déjà dans ce domaine-là. TELUS se lance avec un programme qui est relativement original. Là. Oui, c'est un programme d'affiliés, mais ça joue quand même sur les intérêts du e-sport plus que juste vendre de l'Internet. Là. Mais mais TELUS, c'est pas une filiale de Bell? Je pense que oui. Je pense affilié, mais bref, je connais pas, mais ce que je veux dire, c'est la brand de TELUS, je l'avais pas beaucoup vu en e-sport, ou du moins pas ici. On l'a vu au JDL. Ouais, c'est sûr, qui est maintenant le 2 au 4 septembre. Mais j'ai trouvé drôle... Honnêtement, la plus grosse raison que je l'ai mis là, c'est parce que je vois pas pourquoi c'est pas au Québec, puis j'ai trouvé ça drôle. Non, effectivement, je l'ai vu aussi, puis j'étais assez... Mais pour vrai, c'est une super bonne idée, là. C'est juste que si tu veux polir ça un peu, là,
avec le 20 000 tu as des rencontres avec un conseiller financier. Parce que te faire donner 20 000 à 17-18 ans, c'est sûr, ça finit mal. Mais non, mais il n'y a personne. C'est pas toujours des 17-18 ans qui stream. Non, mais tu sais, On pourrait se lancer, peu importe, je pense que c'est important que tu donnes pas 20 000 à n'importe qui, que ça soit utilisé n'importe comment non plus. Absolument. Des sujets, des commentaires, des shout-outs pour finir. Matt, Nova, Stars Fox aussi. Sinon, je peux clore l'affaire. Ouais. Non, c'est pas bon. tout. Parfait. Donc, écoutez, encore une fois, merci d'avoir été là. Vraiment, des nouvelles cool, des nouvelles un peu bummer aussi. La perte de roster, mais quand même cool. Et de voir les opportunités qui sortent de là. Beaucoup de LAN qui s'en viennent. Donc, comme Stars Fox l'a dit, essayez de sauver votre argent. Il y en a pas mal. Puis on aimerait bien voir tout le monde en personne. Ça va commencer à vraiment mijoter les projets, je pense. #Jason Esports, JASONS Esports au pluriel. Pour toutes les nouvelles que vous voyez ou si vous voulez commencer des discussions, n'hésitez pas d'utiliser le hashtag. J'ai pas vraiment regardé le chat, mais s'il y avait des questions dans le chat ou s'il n'y en a pas, écrivez-les maintenant ou sinon envoyez-nous-les à moi ou Stars Fox directement. On en prend toujours une, on la repartage. Vous méritez 24 canettes de gourou. Donc, venez pas me voir en privé après puis vous me dites que vous gagnez jamais rien. C'est votre chance. Demain, Valorant tournoi d'Able Esports où est-ce qu'on fait tirer encore 6 caisses de gourou. Fait écoutez, honnêtement, si vous n'avez pas de la boisson énergétique chez vous, je comprends pas où est-ce que vous êtes. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast sur YouTube d'Able Esports, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez vos commentaires. Ça va faire en sorte que plus de monde vont retrouver le podcast et que plus de monde vont commencer à jaser en e-sport et se rassembler. Puis c'est vraiment ça qu'il nous faut. Je pense que tous ensemble, on peut vraiment faire connaître et rayonner nos projets, remonter toute la communauté. Nova en a parlé des struggles d'aller monétiser les organisations, les équipes, etc. On a parlé de salaire. Si vous voulez des salaires, aidez-nous à parler de e-sport. On va en parler aux compagnies. TELUS va nous envoyer de l'argent. On va pouvoir vous payer. Ouais. Donc, on paye tout le monde dans le cadre. Exact. Allez, merci, mesdames et messieurs. À tous les jeudis soirs, on est là, mais on espère vous revoir avant jeudi prochain. Sinon, à jeudi prochain. Bonne soirée.